Bonjour tout le monde. Jusqu'à maintenant, nous avons fait ensemble un certain nombre de choses sur les statistiques descriptives. Nous avons traité la régression, nous avons traité l'analyse univariée et nous avons dit comment on peut générer des connaissances à travers quand on est face à l'étude d'une seule variable. Nous avons discuté les cas variables qualitatives, quantitatives, de cas discrets, cas continus, et nous avons généré des paramètres numériques, des connaissances graphiques, des connaissances tabulaires. Et pour les connaissances numériques, nous avons dit qu'il y a trois catégories. Il y a les paramètres de tendance centrale, notamment la moyenne, les quartiles, la médiane, le mode, etc., les quartiles. Nous avons parlé des paramètres de dispersion, notamment la variance, l'écart type, le coefficient de variation, etc. Nous avons parlé des paramètres de forme, notamment le coefficient d'asymétrie, le coefficient d'aplatissement. Ça veut dire, là, on a presque clôturé le cas univarié. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est quoi? C'est le cas bivarié. C'est quoi bivarié? C'est le cas où on a deux variables. Ça veut dire que on peut s'imaginer sur des cas où on est face à deux variables et on veut étudier la relation Mabin entre ces deux variables. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Un exemple. Alors, supposons que je veux étudier, par exemple, la vitesse de propagation du coronavirus ou bien du Covid-19, d'accord? Du coronavirus. La vitesse de propagation. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, parmi les paramètres qui peuvent impacter cette vitesse de propagation, c'est la température de l'air. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est là face à une situation, on est face euh, à un petit truc. C'est quoi? On est face à x, une variable x, c'est la température, d'accord? D'accord? Et on est face à y, une autre variable qui est la vitesse de propagation de, du coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On veut vraiment étudier quelle est la relation entre cette température et cette vitesse de propagation. Peut-être on va dire, quand la température est élevée, la propagation du virus il est moins. Parce que le virus n'aime pas les hautes températures. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit au début. Ça veut dire qu'on peut étudier la relation, ça veut dire qu'on veut étudier l'interaction entre ces deux variables x, y. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais monsieur, je peux être aussi dans une autre situation, et il va me dire, moi, y toujours, c'est la vitesse, de propagation de virus, mais je veux voir quelle est la relation entre la propagation du virus et la variable région. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ville, si vous voulez. Alors, ici, je peux dire tout simplement que le problème que j'ai, c'est quoi? C'est que la variable ici, x, je veux voir est-ce que dans les régions, toutes les régions, est-ce qu'on a la même vitesse? Est-ce que la propagation de la vitesse il est importante quand on change de région. Est-ce que la vitesse il change? Par exemple, est-ce que la vitesse de propagation dans la région Marrakech-Safi est la même que celle de la région Fès ou bien Fès-Meknès, ou bien elle est de la même que celle, etc. Ça veut dire qu'on veut étudier l'impact de la variable région sur la vitesse de propagation de virus. Alors, qu'est-ce que marquer comme différence entre les deux exemples que je viens de vous faire présenter? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre ces deux? S'il vous plaît, monsieur, d'approcher le micro. Voilà.
Maintenant, ça va? Un petit peu. Voilà. Ça va maintenant? Oui. C'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant, s'il vous plaît? Oui, c'est Oui, bon. oui, c'est bon, monsieur. Alors Oui, maintenant, monsieur. est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre ces deux exemples? Ici, je vais étudier la relation entre la température et la vitesse de propagation du virus. Ici, je vais étudier la relation entre la région et la propagation du virus. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre ces deux exemples? Les types de variables, monsieur. Oui, les types de variables, c'est très bien. Alors ici, on a deux variables qui sont quantitatives. Ça veut dire que la température et la vitesse, ce sont deux variables qui sont quantitatives. Par contre, ici, je suis face à deux variables. Une, elle est quantitative et l'autre, elle est qualitative. Par exemple, ici, la région, c'est une variable qui est qualitative. On a 12 modalités, notamment les régions du Maroc, par exemple. Ou bien on pourra faire les pays éventuellement, on peut faire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ici, quand on veut étudier la relation entre deux variables, il faut distinguer en fait quatre cas. Quand x est quantitatif et y est quantitative, quand x est quantitatif et y est qualitative, quand x est qualitative et y est quantitative, et quand x est qualitative et y est qualitative. Ça veut dire qu'on a quatre cas. Alors, dans la régression ici, cette régression, c'est seulement lorsque x il est quanti, x il est quanti, quantitative, et y il est quantitative. Ça veut dire qu'on parle, ce que je vais vous faire avec vous aujourd'hui, c'est exactement le cas où vous avez les deux variables sont quantitatives. C'est là où on fait appel à la notion de régression. Je vais vous faire des capsules sur le cas où on a qualitatif-qualitatif et le cas qualitatif-quantitatif, mais je ne vais pas le faire. Si vous voulez, on pourra les faire sur Teams, mais n'empêche que je vais essayer de vous enregistrer des vidéos complètement sur ma chaîne YouTube ou bien sur Model ou bien sur le groupe Facebook. D'accord? Alors maintenant, je vais vous parler un peu de le plan de cette présentation. Alors d'abord, je vais commencer par une petite introduction pour vous parler un peu de la notion de régression. Je vais ensuite enchaîner sur des exemples illustratifs et puis je vais vous parler un peu de la méthode ou bien plutôt le protocole à suivre qui commence, notez très bien que c'est un protocole qui est sur 4 étapes. Ça veut dire, c'est exactement, on commence par le diagramme de dispersion, le coefficient de corrélation linéaire, la droite de régression, ensuite on va terminer par l'interprétation. Je ne vais pas vous faire malheureusement ce volet-là, qui est l'exemple sur SPaces, mais je compte le mettre un peu au niveau de ma chaîne YouTube. Éventuellement, c'est les gens qui veulent un peu aller plus loin, parce que je veux faire aussi sur SPaces et le logiciel R qui est gratuit, et aussi sur Excel. Comment on pourra faire aussi ça sur Excel. Alors, ici, c'est la théorie de la régression linéaire simple joue un rôle privilégié dans l'analyse des prévisions de phénomènes. Alors ça, ce qui est très important que je veux bien vous prenez en considération, c'est la prévision. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez très bien, comme au début de mon cours, l'objectif c'est de générer des connaissances. Alors, ça veut dire, quand je vous ai dit je connais quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux anticiper son comportement. Je dis, si je lui fais ça, il va être content. Si je fais ça, il va être triste. Si je lui fais ça, il va pleurer. S'il me fait ça, il va être en colère. Si je lui fais ça, il va me frapper. Si je lui fais... Ça veut dire quoi?
où je suis en train de prédire son comportement. Donc, quand on est face à un phénomène, la prévision, la connaissance, c'est une manière qui vous aide vraiment à avoir plus de connaissances sur le phénomène et ça vous permet un peu de faire aussi des prévisions. On verra ensemble comment, à travers l'outil de la régression linéaire, on va faire ça. Alors, la plupart des modèles économiques qui visent à représenter, par exemple, l'évolution de la consommation de certains produits en fonction de celle des revenus et des prix. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'exemples qu'on va essayer de traiter ensemble. Même si vous êtes des ingénieurs, je vais essayer de vous donner quelques exemples un peu de l'industrie. Comme ça, vous allez pouvoir un peu, et de temps en temps, je vais essayer de vous générer quelques exemples pour rapprocher l'outil de la régression de chaque spécialité de chacune des 4 filières d'ingénieurs qui sont avec moi. Alors, l'utilisation des modèles linéaires pour représenter des phénomènes économiques complexes, et ça, quand on est face à une complexité, moi je souligne le côté complexe, peut sembler une simplification abusive de la réalité, mais qu'il a l'ahto, si vous avez remarqué, ces derniers jours, on commence à avoir des articles sur la prévision de nombre de cas de coronavirus. Alors pour faire ça, on utilise souvent des méthodes d'analyse statistique, c'est-à-dire on essaie d'exploiter les données actuelles pour faire des prévisions dans 20 jours, dans 2 semaines, dans 3 semaines, pour voir un peu quel est le nombre de cas auxquels on doit s'attendre. Pourquoi? Parce que c'est un nombre prévisionnel qui est très très important pour nous et très important pour les décideurs. Parce qu'il faut, est-ce qu'ils auront l'infrastructure nécessaire au niveau des hôpitaux, au niveau des lits de réanimation, au niveau de beaucoup de choses, au niveau des médecins, des capacités, etc., etc. Capacité d'accueil des différentes structures hospitalières. Alors, pour faire des prévisions, on utilise des méthodes de la régression logistique, on utilise des techniques, des modélisations, équations différentielles, on utilise des modèles discrets, on utilise beaucoup de choses, mais ici, la régression, c'est aussi un outil. Malheureusement, pourquoi on n'utilise pas la régression de ce genre de phénomène? Parce que tout simplement, le problème, c'est que le phénomène, il n'est pas linéaire. Alors cependant, dans nombreux, on se réserve, ça c'est du blablabla, je ne vais pas rester dessus, mais je vais essayer de prendre avec vous un exemple classique pour vous aider un peu à comprendre la chose. Alors, alors, vous avez face à vous une entreprise Simtech. D'accord? Déjà le contexte. Relever des informations concernant le coût de la main-d'œuvre. D'accord? Le coût de la main-d'œuvre. Alors ici, vous avez le coût de la main-d'œuvre direct. D'accord? D'accord? Associé au produit de 12 lots. Ici, j'ai 12 lots. D'accord? Taille de pièce mécanique, la pièce mécanique AX200. D'accord. Donc, on a 12 lots pour lesquels nous avons évalué le coût de la main-d'œuvre qui est utilisé par machin, etc. Et cette pièce, elle est utilisée dans le département d'assemblage d'un système de contrôle électromécanique. L'équipement utilisé dans la main-d'œuvre, etc., etc. Ça, c'est du n'importe. Alors moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est d'essayer de regarder, s'il vous plaît, ce tableau-là. Alors ce tableau-là, il contient 12 lignes. D'accord? 3, ici jusqu'à 12. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, ici, par exemple, le premier lot, ça nous a coûté 982 dirhams au niveau du coût de la main-d'œuvre. Il contient combien de pièces fabriquées? Il contient 46 pièces. Vous avez compris? Alors ici, on a un lot, le lot numéro 2, il contient 855 pièces. Et non, 850, ça nous a coûté 855 dirhams de coût de la main-d'œuvre, mais il contient seulement 34 pièces. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, essayez de regarder le lot numéro 3.
il contient 42 pièces et le lot, je ne sais pas, 10, 11, 10, 10, 9, 8. Alors, le lot numéro 8 et le lot numéro 12. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils ont le même nombre d'unités. Le même nombre d'unités. Mais le malheur, c'est que au niveau de la main-d'œuvre, celui-là, ça nous a coûté 941, ici 910, et ici, ça nous a coûté 947. Ça veut dire au niveau coût de la main-d'œuvre, ça ne nous donne pas la même valeur. C'est une chose qui est relative à la notion de répétabilité que les chimistes vont comprendre et les physiciens vont comprendre facilement. Ça veut dire que quand je refais la même expérience plusieurs fois, je ne suis pas censé obtenir presque le même valeur. Quand je mesure, quand je pèse une pièce, plusieurs fois, je ne suis pas censé obtenir la même valeur. Parce qu'il y a un phénomène de répétition. Si vous dosez un élément dans une solution, plusieurs fois la même solution étalant, vous faites ça par un appareil de mesure, vous allez obtenir des valeurs différentes. Alors, cette variabilité, elle est touchée aux 6 niveaux. Alors, moi, juste pour vous dire ici, nous sommes face à un échantillon. Un échantillon. Alors, l'individu statistique, c'est quoi? L'individu statistique, c'est le lot. Le lot, parce qu'on a ici 12 lots. Et chaque lot, il représente une ligne. D'accord? Alors, le nombre, ici, maintenant, je me pose une question. J'ai deux variables quantitatives. La variable coût de la main-d'œuvre et le nombre d'unités. Mais là, je me pose une question. Qui impacte l'autre? Est-ce que c'est le nombre d'unités fabriquées qui impacte le coût de la main-d'œuvre ou bien c'est le coût de la main-d'œuvre qui impacte le nombre d'unités? Non, c'est le coût de la main-d'œuvre, c'est le nombre d'unités qui impacte le coût de la main-d'œuvre. Ça veut dire en d'autres termes, je peux être dans un système comme ça, les physiciens ils vont me comprendre ça. Ça veut dire que je peux être dans un système de production et ici j'ai une valeur qui rentre, c'est quoi? C'est le nombre d'unités, d'accord? Et ici, comme réponse, comme signal de sortie, c'est le coût de la main-d'œuvre. D'accord? Et ça, c'est très important à dire que ici, on voit clairement que c'est le nombre d'unités qui impacte, ou bien la taille du lot, qui impacte le coût de la main-d'œuvre. Et là, on est face à deux typologies de variables. Une qui entrante et l'autre, elle est sortante. Une, cette variable-là, entrante, on l'appelle variable explicative, et le coût de la main-d'œuvre, c'est une variable expliquée. Alors, maintenant, je suis face à cette information qui est dans ce tableau-là. D'accord? Alors, maintenant, je vais essayer de transcrire cette information-là. Je vais la transcrire sous forme d'un diagramme de dispersion. C'est un nuage de points. Ça veut dire que chaque lot, il est représenté par un point. Par exemple, les lots, les 42, les trois lots, le lot numéro 3 et le numéro 8, ils sont là. D'accord? Les lots, on voit qu'ils sont dans une ligne verticale avec le chiffre 42 comme ici, mais avec des valeurs de coût de la main-d'œuvre qui sont différentes. Alors, quand on voit ce nuage de points, on a l'impression que c'est une droite. Ce n'est pas une droite à 100%, mais ça ressemble à une droite. Alors, ce phénomène, ou plutôt ce concept, la plupart d'entre vous, chers étudiantes et étudiants, vous avez l'occasion de le voir en physique. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez très bien quand vous voulez faire le diagramme courant-tension pour une résistance. Ça veut dire qu'un diode, ici c'est la tension, je pense, U, et puis ici vous avez le courant, d'accord? Le courant I,
D'accord? Et puis, vous mesurez sur un montage des points et après vous trouvez une droite qui représente la droite de la pente. Dans la pente, c'est la résistance qu'on veut calculer. Vous avez aussi joué ce jeu-là dans la jonction PN, si vous vous rappelez très bien pour les semi-conducteurs. Sauf que dans la jonction PN, on a un peu, après la tension de seuil, la tension de seuil qui dépend de la nature du semi-conducteur, on a une droite et après, avant la tension de seuil, on a des courants de génération, de reproduction, je pense, avant la tension de seuil. Ça veut dire on a un bipôle qui se comporte en deux résistances sur deux phases différentes, bien sûr. Alors là, juste pour vous dire que l'objectif principal, c'est d'obtenir cette droite. Et ce qui est très important dans ça, c'est essayer d'obtenir cette relation. C'est ça ce qui est trop important. Parce que c'est une relation qui est là, qui vous donne la relation entre le coût de la main-d'œuvre, العلاقة ما بين اليد العاملة وعدد الوحدات اللي كتفابريكا. Ça veut dire ici, je peux dire que le coût de la main-d'œuvre est égal à 519, d'accord, plus 9,833 multiplié par le nombre d'unités. Et ça, c'est un modèle. Et ça va me permettre de faire des prévisions. Ça veut dire, si j'ai cette relation-là, cette relation mathématique, si quelqu'un me dit, voilà, je veux faire une production d'un lot de taille 50, 50, je ne l'ai même pas ici, je peux mettre 50 sur le nombre d'unités, je peux prévoir le nombre d'unités, le coût de la main d'œuvre. Donc ici, on est face à une situation classique où on peut étudier la relation entre deux variables. Alors, je vais essayer de prendre avec vous un autre exemple. Alors ici, on est face à un exemple où on veut étudier, je vais mettre mon surligneur, on veut fabriquer des lampes incandescentes. On veut établir un modèle de régression qui permet de prévoir quoi? La durée de vie. Ah oui, la durée de vie d'une lampe. En nombre de lampes, en nombre d'heures, à partir du quoi? De la variable rendement énergétique. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que là, je suis face à un petit phénomène, rendement énergétique. Je suis face à un petit phénomène, c'est que je suis face à une lampe, d'accord? Et je veux étudier la relation entre quoi et quoi? Entre le rendement, ici, le rendement énergétique comme entrée, d'accord? Et bien sûr, comme sortie, c'est quoi? C'est la durée de vie d'une lampe, de la même lampe. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que pour le faire, j'ai essayé de faire des mesures. Alors, avant de commencer la relation, juste pour vous expliquer un peu la complexité dans ce cas-là. Alors, pour mesurer le rendement énergétique d'une lampe, il faut juste l'allumer, d'accord? Allumer une lampe, on la met face à un capteur et ce capteur, il va mesurer la durée, le rendement énergétique. Ça veut dire que cette mesure-là, ça se fait en quelques secondes. Mais la durée de vie, est-ce que c'est possible de la mesurer? Pour la mesurer, sincèrement, c'est qu'il faut allumer la lampe et attendre des heures et des heures, des milliers d'heures pour qu'il s'éteigne et mesurer le nombre d'heures. Donc là, c'est le contrôle de qualité des lampes et il se fait par le rendement énergétique à travers ce module, un modèle. On peut prévoir la durée de vie juste en quelques secondes. C'est exactement ce qui se fait actuellement dans le coronavirus. Alors, le coronavirus, on a maintenant le testing. C'est ça le grand problème qu'on rencontre dans pas mal de pays. Alors, les États-Unis et l'Angleterre, ils sont arrivés. Hier, j'ai eu des échos comme aussi l'Afrique du Sud, il va acheter les tests de diagnostic. Alors, on a maintenant des tests pour voir ce que la personne elle est malade ou non en 5 minutes. Mais avant, on était sur 48 heures ici au Maroc avec l'Institut Pasteur. Donc maintenant, on m'a dit qu'ils vont ramener des kits pour mesurer, pour doser un peu voir un peu diagnostiquer le test
qui se fait en 3 heures ou bien 6 heures, je ne me rappelle plus. Mais de toutes les façons, ici, le rendement énergétique, pour contrôler la qualité d'une lampe, il suffit d'allumer, tac, tac, et puis dire, voilà, la durée de vie, il est correct ou là, il n'est pas correct. Comme ça, on ne va pas. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'il y a toujours le client. Rappelez-vous très bien, nous sommes dans une démarche client et on doit vraiment satisfaire le client et éviter sa frustration. Alors, quelqu'un qui achète une lampe pour une durée sur le boîtier et il est noté 1000 heures, il l'allume pendant une journée et puis s'éteint, il se grille. Alors là, vraiment, c'est la réputation de la marque qui est mise en cause. Alors, pour obtenir cette relation entre la durée de vie et le rendement énergétique, pour assurer un bon contrôle de qualité pour cette entreprise-là, qui est sujet de notre étude, nous avons besoin de prendre un échantillon. Nous avons pris un échantillon de, je pense, voilà une pièce, une lampe, je pense 36 pièces. Vous pouvez voir ça. Vous avez la colonne. Alors, vous avez un échantillon de 36 individus statistiques. Chaque individu, c'est une lampe, d'accord? Et on mesure la durée de vie réelle et puis, par exemple, pour la lampe 1, on a la durée de vie réelle et 1120. Alors, le rendement énergétique, il est de 16,47 lumens par watt. D'accord? Vous pouvez voir clairement que pour chaque lampe, nous avons fait la même chose. D'accord? C'est vrai, c'est une expérience qui va nous coûter plus de temps parce qu'ici, on est sur 1000 heures. 1000 plus heures parce qu'on a 1000, 1100, 1200, 1000, etc. Donc, on sera sur 1000 heures, ça veut dire presque un mois de travail pour mener à bien cette expérience. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de retrouver quelle est la relation entre la durée de vie et le rendement énergétique. Comme ça, si vous avez votre lampe, il suffit de mettre calculer le rendement énergétique, qui va être beaucoup plus simple, et automatiquement, vous pouvez prévoir sa durée de vie qui vous permet vraiment de contrôler sa qualité. D'accord? Alors maintenant, je vais zapper cet exemple-là parce que ça, c'est sur les observations par classe, chose qu'on ne va pas traiter. Alors, de ces deux exemples-là, d'accord, nous avons pu conclure que le dénominateur au point l'élément commun entre ces deux exemples-là, c'est quoi? C'est que vous avez un phénomène que vous voulez étudier et vous avez comme variable entrante une variable x, d'accord? Dans le premier cas, c'était le nombre d'unités. Dans le deuxième cas, c'est le rendement énergétique. Et vous avez une variable y que vous voulez expliquer. Dans le premier exemple, c'était le coût de la main-d'œuvre. Et ici, alors, cette variable y, c'est une variable que j'appelle une variable à expliquer. Donc ici, c'est la variable à expliquer. Parce que c'est elle qui représente l'output, la sortie. On peut l'appeler aussi une variable dépendante. Parce que c'est une variable qui dépend de x. Ici, la variable x, c'est une variable qu'on appelle explicative. D'accord? Ou bien, on l'appelle aussi une variable indépendante. Donc, l'objectif notre objectif dans ce chapitre-là, c'est de générer une série d'exemples. C'est une série de connaissances. On veut générer des connaissances. D'accord? Connaissances. Pourquoi ces connaissances?
on veut ces connaissances pour étudier la relation entre X et Y. Et ça, ce qui est l'objectif ultime. On va se dire, comme on l'a fait dans le cas univarié, on va générer une série de connaissances qui vont nous permettre, qui vont nous aider à comprendre et à maîtriser cette relation entre X et Y. C'est ça notre objectif. Alors, je vais commencer par le premier outil. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est un outil qui s'appelle le diagramme de dispersion. Le diagramme de dispersion. Alors, c'est un terme que vous devez vraiment, vraiment retenir parce que c'est un élément qui est très, très important dans l'analyse bivariée. D'ailleurs, c'est une connaissance graphique pour laquelle j'ai réservé toute une capsule dans ma chaîne YouTube. Vous savez, si vous rentrez dans la chaîne YouTube, vous allez trouver complètement une capsule, une vidéo dédiée directement au diagramme de dispersion et quelles sont les choses, la richesse d'informations qu'on pourra, ou bien la richesse de connaissances, la richesse de choses qu'on pourra tirer, de constats, de décisions stratégiques qu'on pourra générer rien qu'avec en regardant le diagramme de dispersion. Alors, le diagramme de dispersion, c'est un diagramme très très simple qui est en dimension 2. Ici, vous avez la variable explicative et ici, la variable à expliquer, ou bien les variables expliquées. Et ici, chaque point, ici, comme vous pouvez voir, chaque point, il représente un individu statistique. Chaque point, il représente un individu statistique avec une projection sur l'axe des X qui représente la valeur X, d'accord? Et une projection sur l'axe des Y qui représente sa projection sur l'axe des Y, la valeur de Y pour cet individu. Donc, une fois vous avez votre tableau d'information, vous pouvez facilement sur un papier millimétré ou bien sur un papier normal, vraiment tracer ça. Je ne vais pas vous demander de le faire. Parce qu'il y a des logiciels qui le font, vous êtes des élèves ingénieurs et vous êtes vraiment doués sur l'outil communication informatique. Donc, ce qui fait, vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser SPSS, d'autres logiciels de visualisation de données qui peuvent vous générer votre diagramme de dispersion facilement. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, je retrouve l'exemple de Simtech de la relation entre le coût de la main-d'œuvre et le nombre d'unités fabriquées. On peut voir que les points ils sont comme ça. On a l'impression que c'est un truc qui est aligné, mais il n'est pas aligné parce que on voit que des observations comme celle-là, c'est des observations qui sortent un peu de l'alignement. Mais on ne peut jamais, rassurez-vous très bien mes chers étudiantes et étudiants, que dans la réalité, ne rêvez jamais d'obtenir tous les nuages de points alignés. Ça, c'est un cas qui n'existe pas dans la nature. D'ailleurs, les étudiants qui ont fait le TP relation courant-tension pour obtenir tout est aligné, ils ont certainement triché. D'accord? Donc ici, vous avez un nuage qui vous dit quoi? Il nous dit que effectivement, on peut dire que en augmentant le nombre d'unités fabriquées, d'accord, le coût de la main-d'œuvre, il augmente. Ça veut dire qu'on a une relation qui est positive. C'est-à-dire que je vais tracer, donc ça va être quelque chose comme droite, ce n'est pas une droite, mais on peut dire qu'il y a une croissance, comme ça. Ça veut dire qu'on a un truc qui est croissant. C'est-à-dire, et ça peut dire qu'on peut dire que le nombre d'unités fabriquées, il a un impact positif sur le coût de la main-d'œuvre, qui est la variable explicative à expliquer. D'accord? Alors, si je
je reprends l'exemple de la durée de vie, la relation entre la durée de vie et le rendement énergétique. Ici, vous avez le rendement énergétique. Ici, on a la durée de vie, d'accord, comme variable à expliquer. On voit qu'il y a une tendance, quand la variable X, le rendement énergétique augmente, on remarque que quoi? On remarque que le rendement, la durée de vie, elle diminue. Ça veut dire qu'on a une relation un peu différente par rapport à la première. Et le nuage de points, c'est un nuage de points qui est sous cette forme. Ça veut dire qu'on est dans une relation négative. Ça veut dire que le rendement énergétique a un effet. Alors, il y a aussi une autre remarque. Ici, le nuage, c'est un nuage qui est pas tellement étroit comme celui-là. Ça veut dire ici, on a un nuage fin. Par contre, ici, on a un nuage quand même. Regardez, si je fais le contour, voilà, 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 voilà. Le contour, on a un nuage quand même qui est un peu large. D'accord? Vous avez vu? On a un nuage quand même qui est un peu large. Donc ici, on voit clairement qu'il y a une dispersion assez élevée, pas élevée, plus grande que celle de tout à l'heure que nous avons vu dans le premier exemple. Ça veut dire, et là je vais revenir sur ce que je vous ai expliqué dans le cas univarié. Je vous ai dit que la moyenne, il n'a pas un paramètre de tendance centrale tout seul, il n'est pas important. Ça veut dire qu'il faut toujours l'accompagner par la dispersion. D'accord? Parce que quand la dispersion elle est faible, ça veut dire que le paramètre de tendance centrale a plus de valeur. Mais quand le paramètre de dispersion elle est élevé, ça veut dire que le paramètre de tendance centrale il n'a pas de valeur, il n'a pas de fiabilité. Ça veut dire que ici, cette droite-là, et cette droite-là qu'on va obtenir, il sera encore plus fiable que cette droite qu'on va obtenir ici dans le cas de cette étude entre le rendement énergétique et la durée de vie et le rendement énergétique. Alors, je vais dire un petit mot sur ces diagrammes de dispersion. Là, il y a des gens qui laissent leur micro essayez de l'éteindre s'il vous plaît. Alors, ici, je vous donne quelques exemples pratiques, quelques cas de figure de diagrammes de dispersion. Regardez-moi ça, cet exemple-là. Ici, on voit qu'il y a une tendance négative, c'est-à-dire en augmentant X, d'accord, le Y, elle diminue. Ça veut dire qu'ici, on a une droite, je peux dire facilement que c'est une droite qui est décroissante. Par contre, ici dans cet exemple-là, on voit que il n'y a rien. Hein. C'est une boule de neige, si vous voulez. Je peux éventuellement faire une droite qui passe par le centre, mais on a un truc qui est comme ça, qui n'a aucun sens. C'est pour cette raison on dit qu'il y a une absence de corrélation. Par contre, ici, je peux dire qu'il y a une forte corrélation négative. Négative tout simplement parce qu'il y a une décroissance. Alors regardez, je vais faire cet exemple-là. Maintenant, ce cas de figure. Alors là, je peux dire que on a un nuage, je peux dire que tracer la droite qui passe par le centre de ce nuage, mais c'est une corrélation positive, oui, c'est une corrélation positive, oui, mais elle est marquée. Ça veut dire quoi marquée? Il est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une dispersion assez élevée par rapport à cette droite. Ça veut dire qu'on a un nuage qui est trop épais. Ça veut dire qu'on n'a pas un alignement parfait, pas parfait, mais idéal, un peu important, comme on a le cas ici, par exemple. Regardez, ici. On a un alignement, mais c'est l'éloignement ici, il est très faible. Vous avez vu? Très faible. D'accord? Donc ici, on a un nuage moins épais.
Alors ici, dans cet exemple-là, on est un peu dans une phase un peu importante. C'est quoi? C'est qu'on voit qu'on a un phénomène qui est non linéaire. Ça veut dire, on peut dire que, ici, je suis désolé, mais on a un phénomène qui est exponentiel. Exponentiel. C'est pour cette raison, je peux dire que la relation de corrélation, elle est faible, d'accord? C'est très important, mais il y a une présence d'une liaison de forme exponentielle. Pour les gens qui ont fait les semi-conducteurs, ça peut vous rappeler un peu le diagramme courant tension d'une diode. Parce que c'est un phénomène qui commence avant la tension de C comme ça, et après, vous avez un phénomène qui comme ça, avec ici, et je m'excuse, ici, la tension de C. D'accord? Ici, vous avez un truc, une sorte d'exponentiel. Alors ici, c'est un phénomène toujours linéaire, il y a absence de corrélation, mais regardez, c'est un phénomène qui est comme ça. D'accord? Mais pour les gens qui vont traiter des cas comme des exemples là, des exemples pareils, on peut faire ce qu'on appelle, ça représente ce qu'on appelle des phénomènes de changement de structure. C'est-à-dire que pour moi, je peux considérer ces données-là, et je vais considérer ces données-là, et après, je vais faire une régression ici qui va être négative. Je m'excuse. Et puis une régression ici qui est une droite qui est négative. Mais on est dans l'absence d'une corrélation. Alors, ça c'est une manière un peu d'interpréter le diagramme de dispersion. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le diagramme de dispersion, c'est un outil de représentation graphique qui nous permet un peu de donner une idée sur le type de la relation entre X et Y et le degré de dépendance entre ces deux variables entrantes et sortantes. Alors, maintenant, une fois on dit, voilà, par exemple dans ce cas-là, vous allez me dire, ah monsieur, il y a une forte relation négative entre corrélation négative. Mais ce qui est très important dans votre interprétation, c'est que vous utilisez un quantificateur ici. C'est quoi? Forte. Mais forte, c'est relative. Ça veut dire que moi, j'ai intérêt à mesurer cette force, cette relation. Alors, pour mesurer cette relation, d'accord, il n'y a pas 36 000. Pour la mesurer, il y a vraiment cet indicateur qui est le coefficient de corrélation linéaire. Alors, le coefficient de corrélation linéaire, c'est la définition, c'est un coefficient qui représente, c'est un coefficient qui est compris entre deux valeurs, moins 1, d'accord, et 1. D'accord? C'est un coefficient qui, pour les physiciens, ça représente quoi? Ça représente le cosinus d'un angle θ. Si vous vous rappelez très bien, vous avez le cosinus dans le produit scalaire, le cosinus de alpha, d'accord? Vous avez dit, c'est quoi? C'est le produit scalaire de U, V, d'accord? Sur quoi? Sur la norme de U, la norme, ça c'est V, la norme fois la norme de U. Je suis désolé, c'est la norme de U. C'est exactement, c'est presque par analogie. D'ailleurs, c'est pas seulement analogie, c'est exactement un cosinus qu'on est en train de calculer ici. Donc ici, c'est un coefficient qui est quantitatif, d'accord, qui me permet un peu de mesurer le degré de relation entre X et Y. Alors, le calcul de coefficient de corrélation linéaire, il se calcule de deux formules différentes. Pas différentes, ils sont identiques. Soit utiliser cette formule, d'accord,
là, soit utiliser cette formule. Vous savez, ça ressemble à quoi? Ça veut dire que c'est exactement les deux formules que je vous ai données pour calculer la variance. Attention, je vous ai donné deux formules. Une formule avec xi moins x bar au carré, ou une autre formule sur xi au carré, j'ai appelé la formule de Koenig. C'est les deux formules, ils donnent la variance. Mais ça dépend laquelle est le plus simple, celle qui nécessite moins de calcul, etc., etc. Je vous ai expliqué ça dans une séance de cours. Alors, ce coefficient de corrélation, il se calcule. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, c'est quoi le xi? C'est l'observation numéro i de y, et ici l'observation, la ième observation de x. Ça veut dire que ici, si je reviens, ça veut dire que je vais choisir ici une autre couleur. Voilà. Je vais dire que ça, par exemple, le coût de la main-d'œuvre, d'accord, c'est y. Donc ça, c'est y1. Ça, c'est quoi? C'est x1. Ça, c'est y2. Ça, c'est x2. 34, c'est x2. Et ainsi de suite. Et ça, c'est x1, x12. D'accord? Et ça, c'est y12. D'accord? La même chose pour cet exemple-là. Je peux dire que ça, la durée de vie, ça, c'est y1. Ça, c'est x1. Et ça, c'est y36. 36. Et ça, c'est x36. 36. 36. C'est bon? Donc ici, vous pouvez voir que c'est exactement les éléments qui nous font. Bien sûr, il faut calculer au préalable la moyenne de x, ici, elle est là, et la moyenne de y est là. Ici, vous avez les ici, dans cet exemple, dans la deuxième formule, dans cette formule, on multiplie xi par yi et on fait la somme de 1 jusqu'à n ici. N, c'est le nombre d'observations. N, c'est le nombre d'observations. Oh, je suis désolé. Nombre d'observations. Observation. 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 D'accord? Alors, ça, c'est pas important pour vous. Alors maintenant, on va discuter, c'est quoi le sens de R est égal à 1, R est égal à moins 1, R est égal à 0. Alors, quand R est égal à 1, quand R est égal à 1, ici, vous pouvez voir cet exemple-là. Alors, R est égal à 1, qui est à votre gauche. Alors, quand R est égal à 1, ça se traduit comment au niveau du diagramme de dispersion? Ça se traduit par quoi? Par un alignement parfait du nuage de points. Et ça, c'est un cas qu'on ne rencontre jamais dans la réalité. Sauf si on cet exemple-là. Alors, R est égal à 1, moins 1, c'est R est égal à moins 1 c'est négatif, ça veut dire que la droite, le nuage, il est aligné suivant une droite qui est décroissante. D'accord? Le R est égal à 1, le nuage, il est aligné et la droite, elle est croissante. D'accord? Mais quand R est égal à 0, la plupart des gens, ils vont me dire, monsieur, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de dépendance. Alors, quand R est égal à 0, je vous donne cet exemple-là. Le R est égal à 0 si vous calculez, mais il y a une dépendance entre X et Y. Mais le malheur, c'est une dépendance qui est non linéaire. Non linéaire. Non linéaire. Linéaire. Non linéaire. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi en d'autres termes?
que quand R est égal à 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre le X et Y et X. Mais il n'y a pas de relation linéaire. D'ailleurs, remarquez le nom du coefficient R. C'est quoi? C'est le coefficient de corrélation linéaire. Ça veut dire que les chimistes, ça ressemble à quoi le R? C'est un coefficient, ça ressemble à quoi le R? Quand on était au collège, pour voir est-ce qu'il y a du calcium dans une solution, on met un produit, on ajoute un produit, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un produit le lait, il devient mauve. Et en fonction de l'intensité de la couleur mauve, est-ce qu'il est clair ou bien foncé, on arrive à détecter est-ce qu'il y a assez de calcium ou bien moins de calcium. Ça veut dire que R, son travail, c'est pas seulement pour étudier, il teste est-ce qu'il y a une relation entre X et Y. Non, مش الصوت يا أستاذ، مش الصوت. Si on n'entend rien. Si, on n'entend rien. ça va maintenant? Ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je continue. Alors, ici, ce qu'on pourra dire, on pourra dire que le R est égal à 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, de relation. Mais R est égal à 0, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de relation linéaire. Mais on peut y avoir une relation qui est non linéaire. Donc, je vais... excusez-moi. Problème ici. Comment cacher cette barrière? Alors, ici, ce que je peux dire, c'est que quand R est égal à 0, on peut dire que la corrélation elle est ni linéaire, elle est nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation linéaire, mais ceci n'exclut pas une relation qui risque d'être non linéaire entre la variable y et la variable x. Alors maintenant, je vais considérer avec vous un exemple très très important. C'est un exemple qui rentre un peu dans l'industrie.
Ça veut dire, ici, je traite l'entreprise Simtech que j'ai traité même avant, soupçonne, et là, c'est rigolo quand même, parce qu'on parle du psychologue industriel. C'est un psychologue industriel. C'est un exemple canadien. Alors, c'était quoi un psychologue industriel? C'est quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie des ouvriers dans le domaine industriel. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce psychologue? Il a remarqué qu'il y a une relation entre deux caractères. Qu'est-ce que les caractères? Les caractères, c'est la perception visuelle, d'accord? La perception visuelle et la dextérité manuelle. Qu'est-ce qu'il y a la perception visuelle? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est dans une tâche d'assemblage. D'accord? Il est dans une tâche d'assemblage. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué qu'il y a une relation entre la perception visuelle et la dextérité manuelle. C'est-à-dire les gens qui arrivent à voir facilement des choses autour d'eux, à détecter des choses autour d'eux, c'est des gens qui sont réactifs par rapport au niveau visuel. Alors, c'est des gens qui font beaucoup le montage rapidement ou bien l'assemblage rapidement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont mesuré les deux variables pour un ensemble d'individus. Alors ici, vous avez le tableau de données, d'accord? Ici, vous avez un tableau de données 1, des individus, 2, les ouvriers, 3, d'accord? On a 15 ouvriers, d'accord. Alors, 15 ouvriers. Nous avons mesuré quoi? Alors, la dextérité manuelle, c'est ça notre objectif. C'est la dextérité manuelle. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi 68 ici? Alors, 68, je peux dire que 68, c'est le nombre de secondes. Le nombre de secondes, c'est en secondes. 68 secondes. 68 secondes. Secondes. a dit, c'est le nombre de secondes nécessaires que l'ouvrier numéro 1 a dépensé pour regrouper, pour assembler une pièce. C'est très bien. Alors, c'est quoi la perception visuelle? Alors, la perception visuelle, c'est un indicateur qu'on fait certainement chez chez des ophtalmologues. Alors, on prend un ouvrier, on le met on lui demande de regarder à travers l'appareil, et puis on lui déclenche des spots sur son champ visuel. Et on lui dit, chaque fois que tu vois un spot, tu appuies sur un bouton. Ça veut dire, on dit, est-ce que lui, il a vu son spot ou bien il ne l'a pas vu. Ça veut dire, en d'autres termes, on mesure tvergik. Tvergik dit l'ibadallah. Ça veut dire, on essaie de voir qu'il y a des gens qui ont un champ visuel, et ça se mesure en surface. Il y a des gens qui ont des surfaces visuelles grandes, il y a des gens qui ont des champs visuels trop restreints. Et ça se voit au niveau comportement. Il y a des gens qui, quand ils conduisent une voiture, ils ne regardent pas aux autres voitures qui viennent, qui croisent, etc. Mais il y a des gens qui regardent la voiture, ils conduisent sa voiture, ils regardent la voiture qui lui croise, ou ils regardent le chauffeur, celui qui est avec le chauffeur, qui les gens qui sont derrière le chauffeur et je ne sais pas quoi. Ça veut dire que chacun il a sa surface visuelle, ou bien sa perception visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a le tableau de données qui est là, d'accord? Que je vais encadrer ici. Voilà. C'est ça les données qu'on va exploiter. Alors ça, c'est XY1. Et ça, c'est Y2. Ça, c'est X2. Y2. Ça, c'est X2. Ça, c'est Y3. Et ça, c'est X3. D'accord? Alors, maintenant, sur un fichier Excel, je peux calculer, par exemple, la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, je vais faire de Y. Je fais, par exemple, la moyenne ici. La moyenne. Je fais la somme de cette colonne. Là, je fais la somme de cette colonne. C'est ici.
D'accord? Et puis, ça va me donner 1035. Et je dois diviser par quoi? Par 15 pour obtenir Y bar. Pour X bar, je vais calculer la somme de cette colonne. Et ça va me donner, bien sûr, 55,5. Et je divise par 15 et ça va me donner X bar. La moyenne est de 3,7. C'est très bien. Alors, maintenant, je vais passer au calcul de coefficient de corrélation. Alors, je vais calculer xi moins x bar. Ça veut dire ici 0,1, c'est 3,8 moins la moyenne qui est 3,7. Il est égal à 0,1. Et ainsi de suite. Ici, je vais calculer une autre colonne, yi moins y bar. Par exemple, ici, yi est égal à, y1 est égal à combien? 68. C'est quoi la moyenne? C'est 69 moins x, y bar. Ici, normalement, 68 moins 69 ici, donc ici, ça doit être un moins. Ici, 72 moins 69, ça donne 3, et ainsi de suite. Et après, j'ai cette colonne. Alors maintenant, je vais passer au carré. xi moins x bar au carré. Aïe, c'est 0,1 au carré. Aïe. Je passe à yi moins y bar. Ça veut dire, je vais, par exemple, celle-là, ça va m'aider à obtenir cette colonne. D'accord? Et cette colonne va m'aider à obtenir cette colonne. Et après, ces deux colonnes-là, ils vont m'aider, ils vont m'aider à obtenir la dernière colonne. C'est tous les éléments qu'il me faut pour obtenir mon coefficient de corrélation. Alors, je vais revenir sur la formule du coefficient de corrélation. Alors, est-ce que, dites-moi, je veux une réponse. Alors, on a dit que le coefficient de corrélation, on peut le calculer de deux formules. Il y a cette formule, d'accord? D'accord? Il y a cette formule. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on utilise la première formule ou bien la deuxième formule dans cet exemple-là? Première. La première, c'est très bien. Donc, on utilise la première, bravo. Donc, ici, on utilise la première. On calcule les x, y var. Ça veut dire, pour calculer ça, ce sigma de y, i moins y bar au carré, on utilise cette colonne. Voilà, cette colonne. D'accord? Pour calculer x, i moins x bar, celle-là, on calcule celle-là. D'accord? Et pour obtenir ce produit-là, on utilise cette formule, cette colonne-là, la somme. Et c'est quoi le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation est égal à moins 0,867. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que la perception visuelle, elle a un impact négatif, un fort impact négatif sur la dextérité manuelle. Est-ce que c'est juste? Est-ce que la perception visuelle a un impact négatif sur la dextérité manuelle? Ça veut dire la dextérité manuelle, c'est la fluidité, la vitesse. Alors, regardez. Oui, pourquoi? Parce que si on a la perception visuelle, elle est grande. Quand la perception visuelle elle est grande, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi y ici? Je clique comme 68. 68, c'est le nombre de secondes. Ça veut dire que quand la perception visuelle elle est grande, le nombre de secondes elle baisse. Ça veut dire le temps qu'il faut pour faire un assemblage, il baisse. Et quand le temps de l'assemblage il baisse, ça veut dire que la dextérité manuelle elle est élevée. Ça veut dire en d'autres termes, de la colonne
Y, alors on n'a pas la dextérité manuelle, mais on a représenté la dextérité manuelle par le nombre, le temps d'assemblage. On peut l'appeler temps d'assemblage. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris cet exemple-là? Je veux entendre des oui ou bien des non. Oui. Monsieur. Oui, monsieur, oui. Alors, j'avance maintenant. Alors, maintenant, vous avez, par exemple ici, dans cet exemple-là, nous avons calculé le R. J'ai calculé le R. Le R, il est égal à quoi? Est égal à moins 0,867. Ah, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Regardez ce commentaire. Je peux dire qu'il y a une forte, et ça je vais le souligner, il existe une corrélation négative assez forte entre ces deux caractères. Oui, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a une forte corrélation linéaire négative entre la variable x et la variable y. Et quand tu me dis il y a une forte relation négative entre x et y, شنو هي بالمعنى العربية؟ كاينة علاقة خطية وطيدة جدا، وهنا كنأكد على خطية. Ça veut dire linéaire. Ça veut dire qu'il y a le terme linéaire. Ça veut dire que du moment que tu me dis qu'il y a une forte relation linéaire, la question qui va venir après, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette relation? Est-ce que vous pouvez m'écrire cette relation? Est-ce que vous pouvez exprimer cette relation? Alors, pour exprimer cette relation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'idée, c'est d'obtenir, c'est de calculer cette relation Y est égale à fois x plus b. Donc, le travail d'Yelna, c'est de calculer A, d'accord? C'est de calculer A, d'accord? Et d'interpréter son sens. Et de calculer B, d'accord? Ça veut dire on doit la calculer, d'accord? Et on doit donner son sens. D'accord? Alors, pour le calcul de A et B, il y a des formules. Alors, pour le calcul de A et B, on a dans ce slide-là, toujours deux manières de le faire. Soit qu'on utilise cette formule, d'accord, qui ressemble à celle de coefficient de corrélation, soit qu'on utilise cette formule qui ressemble à celle qu'on utilise pour le calcul du coefficient de corrélation. Alors, pour calculer A, c'est exactement ces deux formules qu'on utilise souvent. L'une des deux. Alors, une fois on calcule A, vous pouvez obtenir en utilisant cette formule, c'est exactement, ça veut dire que B, qui est le deuxième élément, c'est exactement la moyenne de Y moins A que vous avez déjà calculé, multiplié par X par la moyenne de X. Vous avez compris? Donc ici, moi, ça ne m'intéresse pas. Peut-être il faut juste savoir comment utiliser ces deux formules-là pour ne pas ici. C'est des formules classiques. Je vous demande pas de les apprendre par cœur, mais savoir les utiliser. Comme ça va vous permettre un peu d'obtenir ça. Alors, il y a des petites formules comme ça qui a une relation avec ça, mais moi je vous invite à cocher comme ce genre de slide. À éviter, d'accord? Ce genre de slide là, c'est à éviter, d'accord? Par contre ici,
ça serait très important après le calcul, ce qui m'intéresse dans cette étape-là, c'est pas seulement le calcul de A et B, mais c'est l'interprétation de A et B. Ici, regardez, on a calculé le R. On n'a pas calculé, mais on a trouvé la relation entre la durée de vie d'une lampe et le rendement. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la durée de vie de la lampe est égale à 7225. D'accord? Je vais utiliser après la virgule, moins 400 53 multiplié par quoi? Multiplié par quoi? Par le rendement énergétique. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coefficient-là, qui est le A, c'est le coefficient directeur de la droite. Et pour moi, pour les physiciens, c'est un coefficient d'amplification. Il est négatif. Alors regardez, ça veut dire qu'en augmentant le rendement énergétique, la durée de vie, elle diminue. C'est tout à fait normal. Quand on a une lampe qui a un rendement énergétique trop fort, la durée de vie va être faible. C'est naturel. Même si on a un étudiant qui a avec un rendement trop fort, alors la durée de vie, peut-être qu'on serait là. Pour cette raison, je vous dis, faites attention à vous, ne travaillez pas trop, même si vous ne le faites pas, mais les surdoués, une étude a été faite que les surdoués qui ont un rendement neuronal assez important, ils ont des durées de vie assez faibles, soit parfois qui trouvent des cas, des choses, des états un peu difficiles. Alors, le moins 400, c'est le coefficient directeur. Et ce moins-là que vous avez là, c'est exactement celui qui traduit la décroissance ou bien l'effet négatif de la variable explicative sur sa variable expliquée. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le sens de moins 400. Achetez un moins 400. Au moins 400, ici, c'est quoi? C'est exactement, c'est le coefficient directeur. Mais c'est quoi la signification d'un coefficient directeur? Ça veut dire qu'il a une unité ici, le rendement, la durée de vie, il va diminuer de moins 400 heures. Ça veut dire, si on augmente le rendement énergétique, on le remonte le rendement énergétique, je suis désolé par cette manière d'écrire, parce que le rendement énergétique par une seule unité, alors une seule unité, ça veut dire plus 1, ici je mettrai plus 1, plus une seule unité au niveau rendement énergétique, alors on aura une décroissance de la durée de vie, de moins 400 heures. Et ça, c'est très important. Moins 400 heures. Ça veut dire quoi? Que le rendement énergétique, il est trop important pour la durée de vie. Ça veut dire que les fabricants de ces lampes-là, ils doivent vraiment contrôler et maîtriser la fabrication de leurs lampes. Vous savez tous que le rendement énergétique sur les lampes là, dit normal, il vient de quoi? Du tungstène. Et le tungstène, c'est un paramètre qui est très important. C'est pour cette raison que les fabricants des lampes, ils ont un cahier de charge trop précis sur l'achat au niveau de l'achat du tungstène. Parce que le tungstène, c'est lui qui donne un rendement énergétique, mais on doit choisir, acheter un bon matériau de tungstène qui nous permet de générer exactement le rendement énergétique qu'on veut vraiment commercialiser à nos clients. Alors maintenant, je passe à l'exemple
diel la relation entre le coût de la main-d'œuvre et le nombre d'unités fabriquées. Ici, comme vous avez vu, ici, j'essaie de vous dire, ça c'est les lots. Les lots, la première colonne, c'est les lots. Les lots. D'accord? On a 12 lots. Ici, on a le coût de la main-d'œuvre. Et bien sûr, ici, vous avez le coût de la main-d'œuvre. D'accord? D'accord? C'est la variable expliquée. À expliquer, ici, c'est la variable explicative. Qu'est-ce qu'on fabrique? On calcule le xi fois yi dans cette colonne-là. D'accord? Xi fois yi. Et puis, on calcule xi au carré. D'accord? Alors, pour obtenir ça, c'est la première colonne. D'accord? Obtenir ça, c'est la deuxième colonne. Avec ces deux-là, on peut calculer x bar et y bar. Il suffit de diviser par ça. Et puis, xi, yi, c'est très simple. On utilise la troisième colonne. X est au carré, la quatrième colonne. Tout ça va nous aider à calculer le A, d'accord, de notre droite. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que c'est une relation positive. Alors, ici A, ici B. Alors maintenant, je vais poser des questions. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que ici, c'est Y, si vous voulez. D'accord? Et ici, c'est X. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le coefficient directeur est de 9,826. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente la taille du lot d'une seule pièce, alors le coût de la main-d'œuvre va augmenter de 9,826 dirhams. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, je répète, ça veut dire que l'interprétation de ce coefficient-là, que si j'augmente le x, ça veut dire si j'augmente la taille du lot d'une seule unité, d'accord, alors le coût de la main-d'œuvre, il va augmenter de 9,826 dirhams. Ah. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le sens de ce... Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le sens de ce chiffre-là? 519,956. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le sens de 519,957? Ce sont les charges fixes. Exactement, c'est très bien. Alors, les micros d'Yelcom. Alors, 519, les 519, c'est quand x est égal à 0. Quand x est égal à 0, ça veut dire que vous n'avez pas de production, mais c'est des charges. 519, c'est des charges fixes. Je vais mettre des charges fixes. Ça veut dire que c'est des charges qu'on paye même si on ne fait pas de production. Vous êtes d'accord? Alors regardez maintenant, je vais synthétiser. Regardez. Le protocole de l'étude de la relation entre la variable x et une variable y se fait en 4 étapes. Alors la première étape, c'est quoi? On a le diagramme de dispersion. Alors le diagramme de dispersion, nous avons étudié, visualisé la relation entre x et y, etc., etc. Est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est linéaire, est-ce qu'elle est non linéaire, etc. Une fois on trouve qu'il y a une relation qui est linéaire, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, on évalue le degré de cette relation. Alors pour l'évaluer, on fait appel au coefficient de corrélation linéaire. C'est un coefficient qui est compris entre -1 et 1. Et ça, celui-là, il va nous aider à évaluer le degré de la relation. Une fois on trouve que le degré de la relation, il s'approche de -1, ou bien il s'approche de 1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation linéaire entre x et y.
Quand on approuve ça, on passe à la troisième étape. C'est quoi? Comment expliciter et écrire et exprimer cette relation. Ça veut dire Y est égal à AX plus B. Ça veut dire on est censé calculer A et B et interpréter leur sens. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, vous avez votre relation. Maintenant, vous avez votre relation. Vous avez votre relation Y. Y est égal à multiplié par X plus B. Alors, cette relation, il est... Oh là là. Cette relation, alors cette relation, elle est utilisée, on va l'utiliser pour faire les prévisions. Comment on va faire les prévisions? Si vous me donnez X, je multiplie par A et j'ajoute B et je vais obtenir Y. Si on est dans le cas des lampes, si vous me donnez le rendement énergétique, X, le rendement énergétique, je le multiplie par A et je vais calculer plus B. Et après, je vais obtenir votre durée de vie. C'est très simple. Si on est dans l'exemple du coût de la main-d'œuvre et le nombre d'unités, X, c'est le nombre d'unités. Si vous me donnez la taille du lot, ça veut dire le nombre d'unités, je multiplie par le A que j'ai déjà calculé, plus B, et après, je vais obtenir le coût de la main-d'œuvre. Et ça me permet de faire ce genre de relation. Alors, les chimistes et les génies civils et les énergies renouvelables. Je vous invite à regarder une capsule, c'est un live que j'ai fait dans un groupe d'étudiants, pas de professionnels sur Facebook. C'est les plans d'expérience et leur impact et leur utilisation dans le monde industriel. Vous pouvez un peu écouter et de voir un peu comment on peut calculer l'impact d'une variable sur une autre. Et vous allez vraiment trouver des exemples comme ce qu'on peut retrouver sur l'électrolyse, par exemple, l'impact de la température sur l'électrolyse, l'impact du pH sur l'électrolyse. On peut aussi vous faire un peu un séminaire particulier. Si vous voulez, je peux vous faire un truc spécialement dédié pour les énergies renouvelables. On peut prendre un exemple d'une station éolienne ou bien une station voltaïque et on veut étudier la relation entre, par exemple, le vent, la vitesse du vent à une amplitude donnée avec le rendement en matière de production d'énergie. On peut trouver une relation entre l'ensoleillement, etc. Dans le cas du cas voltaïque, on peut faire beaucoup de choses, la durée de vie d'une batterie, etc. On peut étudier beaucoup de choses, d'accord? Pour le cas des énergies renouvelables. Pour le génie civil, on peut étudier par exemple des cas réels que j'ai traités avec mes anciens étudiants. Par exemple, la teneur par exemple du ciment, type ciment CPJ 35, 45 ou bien 55, sur la résistance à la compression, résistance à la flexion, la porosité, etc., la durabilité, etc., l'importance d'un additif de corrosion, par exemple, éventuellement comme la fumée de silice ou bien, je ne sais pas, cendre volante, etc., sur la qualité du béton, sur le ciment, qualité de ciment, etc. On peut trouver beaucoup de cas. Et j'ai des cas énormes que je voudrais. Mais, ce qui est important, on peut travailler, générer le modèle là. Le modèle, on peut l'écrire. On peut le calculer. On veut étudier, faire des prévisions. Ça veut dire que, rappelez-vous très bien, ça c'est une connaissance. Alors maintenant, je vais clôturer mon exposé par quoi? Comment on peut mesurer la qualité du modèle. La qualité de ce modèle-là. Est-ce que ce modèle-là, il est de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité? Alors pour mesurer la qualité du modèle, on la mesure directement par un coefficient qui s'appelle
R2. Ça veut dire c'est le coefficient de R au carré, c'est le coefficient de corrélation. C'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Détermination. Alors, c'est un coefficient, par exemple, il a écrit, par exemple, R carré est égal, R est égal à, par exemple, 0,9, 0,91, par exemple. 91. En pourcentage, ça veut dire quoi? Ça veut dire 91%. 91%. ايش المعنى ديال 91%؟ Ça veut dire que la variable x, il contrôle 91% de x, de y. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que quand on est face à ce genre de situation, on est content. Ça veut dire on peut dire que effectivement, il y a une forte relation. Ça veut dire que x et il contrôle 91%. Ça, c'est 91% de y. Mais parfois, dans des cas, on est face à des r carrés, par exemple, qui sont très faibles. Supposons que vous trouvez que r carré est égal à 0, par exemple, virgule, par exemple, 23. Par exemple, 23. Ça veut dire, en pourcentage, c'est 23%. D'accord? 23%. Ça veut dire quoi? Que dans mon cas, dans ce cas-là, que x, il ne contrôle que 23% de y. Et ça, c'est faible. C'est dans ce sens-là qu'on est en train, ça veut dire que x, dans ce cas-là, vous avez votre x qui est là, x et y. Ça veut dire que ici, vous trouvez, dans le cas où r carré est faible, ça veut dire par exemple, x, il ne contrôle que 23%. Ça veut dire la question qui se pose, qu'est-ce qui explique d'être le reste? Donc là, pour le trouver, on est obligé de faire un brainstorming pour chercher les autres variables qui impactent y et qui peuvent élever ce taux d'explication de 23 et expliquer le reste. Et dans ce cas-là, on sera dans un autre monde, que ce soit dans les plans d'expérience, que peut-être sur la régression linéaire, pas simple, mais multiple. Et pour obtenir ces variables-là, comme on pourra faire un brainstorming, on pourra éventuellement faire des 5M, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa que tout le monde connaît, ou bien le diagramme de cause à effet, ou bien on peut utiliser des démarches qualité, des outils de qualité comme le QQOCCP, le Quacan, ou je ne me rappelle plus de ça, mais c'est un outil qui vous permet un peu de détecter ça pour passer à un autre monde encore plus complexe, c'est l'analyse multivariée. Alors je m'arrête à ce niveau-là. Je vous remercie infiniment pour votre sympathie et votre assiduité pendant tout ce cours-là. Et à la prochaine séance, Inch'Allah, on va faire du TD, les travaux dirigés, Inch'Allah. C'est bon?